Et au moment où ça t'arrive, t'as pas le choix. C'est marche ou crève. Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui ont démarré une nouvelle vie. Qu'ils aient eu un déclic ou qu'ils aient pris une claque, nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Cette semaine, je suis parti à la rencontre de Romain, devenu non-voyant il y a 5 ans suite à son diabète. Il nous raconte la transition, des premiers symptômes de la maladie à la perte complète de la vue. On parle de comment il a dû se rendre à l'évidence afin d'avancer et d'entamer sa nouvelle vie, des changements que cela implique pour son quotidien et dans sa relation avec les femmes. Romain revient aussi sur sa passion pour les voyages et la plongée, qu'il arrive à pratiquer malgré son handicap. Vous verrez que dans son malheur, Romain a une approche très positive de la vie qu'il a l'air de croquer à pleines dents, sans se laisser abattre. C'est une belle leçon de vie et j'espère que comme moi, vous serez impressionné par son courage et son histoire. Pour soutenir Déclic, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de nous mettre une review. Vous pouvez également en parler autour de vous, ça nous aidera énormément. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Romain. Salut Romain. Salut Théo. Merci de m'accueillir chez toi à Paris. Avec grand plaisir. Alors pour la petite histoire, j'ai rencontré Romain dans un aéroport. On attendait notre avion ensemble, je crois que c'était en Allemagne. C'est ça. Et on s'est mis à discuter 15 minutes et je me suis rendu compte que Romain avait une vie trépidante. Il m'a parlé de plongée et là depuis que je suis arrivé chez lui, il me parle de base jump, de conduire une voiture à 200 km/h. Donc je pense qu'il a énormément de choses à me raconter aujourd'hui. Bah écoute, j'espère, oui. Alors, tout simplement, première question, la plongée, quand on est non-voyant. Les gens se posent la question. Dans ma vie, on m'a souvent dit qu'il y avait la règle des 3 P. Quand tu es tout petit, quand tu es à l'école, on te dit, pour faire une dissertation, il y a, dans l'introduction, tu as la présentation du sujet, la problématique et le plan. Quand j'ai commencé à travailler, mon premier boss m'a pris à part un jour et m'a dit, dans ton boulot, tu peux espérer 3 choses, le plaisir, le pouvoir et le pognon. Aujourd'hui, je trouve que ça marche encore. Pour la plongée, il y a 3 possibilités. Tu peux plonger pour le paysage, tu peux plonger pour la performance, descendre très profond, ou pour le plaisir, toujours, pour les sensations. Alors, certes, j'ai peut-être moins de paysage que quelqu'un qui voit, mais par contre, des sensations, j'en ai probablement beaucoup plus, parce que je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des cours et des descentes que j'ai eu l'occasion de faire. Je vais ressentir l'eau, la pression, le fond de l'océan. On a la possibilité de toucher ce que les autres ne font que très peu, puisque c'est le seul moyen que j'ai de voir les fonds marins, de voir ce qui est présent sous l'eau. Et puis c'est une performance probablement plus incroyable que pour quelqu'un qui voit, de se dire je vais descendre. Donc finalement, si je reprends cette règle des 3 P, je fais quand même beaucoup plus de choses peut-être sous l'eau que quelqu'un qui voit. Avec mon handicap, avec ma déficience, je compense autrement. Et j'arrive, aujourd'hui, des gens viennent, quand je vais aux courses, ça fait un an et demi que j'ai commencé la plongée. J'ai des gens qui plongent depuis 20 ans qui viennent me voir pour me demander comment j'arrive à me stabiliser sous l'eau pour pouvoir enseigner à leurs élèves qui ont, eux, beaucoup plus de mal à le faire. Comment je fais, sans voir le fond, sans avoir d'éléments visuels pour m'aider, j'arrive à rester aussi tranquille et sans bouger sous l'eau. Alors que par défaut, les gens penseraient que je vais pas être à l'aise, que je vais pas savoir ni quoi faire, ni où aller, ni rien. Est-ce que tu avais déjà plongé avant de perdre la vue ? Non, j'ai essayé tout seul. Enfin, j'ai essayé avec un ami en vacances, mais j'avais déjà perdu la vue. Forcément, j'ai été à la mer, tu descends sous l'eau, tu fais des choses, mais j'ai pas eu l'occasion de descendre avec le matériel et de vivre ça avant. D'accord. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce qui t'est arrivé ? Alors, j'ai 37 ans, il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant, j'ai commencé à avoir des soucis à la vue. Alors je suis diabétique, j'ai probablement un peu tout laissé traîner pendant longtemps, un espèce de ras-le-bol. Tu te dis que tu as le droit à la même vie que les autres, sauf que quand tu es diabétique, tu dois faire attention à tout, à ce que tu manges, à ce que tu bois. Et quand tu as 25 ans et que tu arrives à Paris, tu fais moins attention, tu profites un peu plus, tu
tu brûles la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Et puis le problème, c'est que les amis, eux, c'est pas trop grave. Sauf que moi, les problèmes sont arrivés par la suite. Et quand j'ai été voir les médecins, c'était déjà très compliqué, c'était déjà avancé. La vue avait déjà pas mal baissé. Tu t'en rends pas trop compte parce qu'au début, t'as du mal à voir le panneau qui est au loin. T'es obligé de forcer un peu les yeux. Tu passes la journée derrière ton écran, tu te sens un peu fatigué le soir, mais ça gêne pas beaucoup plus que ça. Et puis finalement, le médecin te dit non, ouais, c'est pas juste du laser qu'on va faire, c'est des opérations, mais vous inquiétez pas. Et puis on va faire de notre mieux. Et puis il se passe 9 opérations en 2 ans, à peu près une tous les 3 mois, des rendez-vous chez les médecins quasiment toutes les semaines. Il y a un petit moment pendant lequel la vue revient, les opérations marchent, tu récupères un petit peu et tu te dis ça va aller, sauf qu'arrive un moment où non, ça va pas et la situation empire de nouveau. Et ça se redégrade tout doucement, jusqu'à ce qu'un œil se retrouve dans le noir complet, et puis le deuxième également. C'est une période un petit peu difficile, parce que quand ça commence à t'arriver, tu sais pas trop... t'arrêtes de travailler, tu dois mettre ta vie en pause, et puis tu te dis, comme un peu tout le monde, je vais avoir une opération, et puis c'est fini, dans 15 jours, 3 semaines, je suis rentré chez moi. Sauf que après la première opération, tu réalises que non. Déjà, fin de la récupération, il faut plus de temps. Le médecin, il te donne des rendez-vous à chaque visite, un nouveau rendez-vous, une nouvelle date. Et à chaque temps que tu l'as pas vu, tu sais pas ce qu'il y a derrière. T'as aucune idée Il te dit que ça va prendre un peu de temps. C'est tout ce qu'on te dit. Et j'ai mis un petit peu de temps à le réaliser que ça allait prendre vraiment longtemps. Les premières semaines, je me disais c'est chiant, tu tournes comme un lion en cage. Alors je m'étais réinstallé un peu avec la famille parce que c'est compliqué. T'as un bandage sur l'œil, tu vois que la moitié des choses pendant quelques jours. Quand on t'enlève le bandage, t'as une espèce de vue un peu trouble avec des bulles d'air qui se promènent devant la vue, donc c'est un petit peu gênant. Et on sait jamais, en cuisinant ou en faisant quelque chose, pas risquer de se casser autre chose. Donc j'ai eu la chance d'être entouré, mais c'est une cage dorée. C'est un petit peu difficile parce que tu peux pas trop sortir, tu peux pas trop faire d'activités en dehors, et tu es censé faire attention, donc ce qui veut dire à ce que tu manges, ce que tu bois. La santé devient la seule et l'unique priorité, et c'est long. Et pendant peut-être 6 mois, je crois que c'est à peu près 6 mois, tu sors pas. Comme tu es sur Paris, tu ne vois que la famille qui est sur Paris. Les amis habitent loin, c'est compliqué. Et donc tu as les gens au téléphone qui t'appellent toute la semaine pour savoir si ça va. La famille, c'est tous les jours, quasiment. Autant te dire qu'au bout de quelques semaines, la famille, tu leur dis non, mais j'ai rien fait aujourd'hui, rien de plus qu'hier, et je ferai rien probablement demain. Et ma vue, elle va pas revenir d'un coup d'un seul, parce que vous m'appelez tous les jours. Donc, il y a des moments difficiles. C'est vraiment une période pas facile. Les gens savent pas trop comment le prendre, savent pas trop comment t'aider, quoi te dire. Toi, tu sais pas comment leur répondre. C'est long, c'est compliqué. Et puis tu sais pas trop ce qui t'attend au bout. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Est-ce que tu dois envisager une reconversion pour la suite ? Est-ce que tu te dis que la vue va revenir et que tu reprendras ta vie comme avant ? Tu sais pas non plus. Donc, t'attends, et toutes les semaines tu vas voir le médecin, et tous les 3 mois tu fais une opération. Tu finis par connaître les infirmières, par connaître les couloirs par cœur, par arriver au bloc et dire bonjour à l'anesthésiste. Ça, l'anesthésiste, c'était la première opération. La plupart des opérations, c'était une anesthésie locale, mais la toute première était générale, donc t'es endormi, tout va bien. Et puis à la deuxième, le médecin me dit, vous êtes diabétique, c'est compliqué, c'est beaucoup de fatigue après, on va faire une anesthésie locale si ça vous fait pas peur. Bon, je suis un peu aventureux, un peu fou, donc je me dis, allez, pas de souci, on y va. Et donc, première anesthésie locale. Donc là, il t'endort
Quoi? Quelle Juste partie? l'œil. la partie du Juste, visage, enfin, juste l'œil et l'œil. le tour de l'œil. Donc on t'allonge sur la table, t'es là, tu bouges, tu vois encore des deux yeux, et même si c'est un peu flou, tu vois quand même. Et là, t'as un grand black qui arrive et qui te dit je suis l'anesthésiste, je vais vous endormir l'œil. Il met un petit cachet dans l'œil pour détendre, et puis il arrive avec une seringue, c'est comme dans les films, elle fait 20 cm de long l'aiguille, et tu te demandes mais il va me piquer où avec ça? Et il te pique entre l'œil et le nez. Il descend l'aiguille à cet endroit-là, alors tu sens rien, enfin tu sens rien, c'est pas tu sens rien, tu sens l'aiguille rentrer, il n'y a pas de douleur, mais il est quand même au-dessus de toi avec un truc énorme, et il t'endort la moitié du visage. On te recouvre l'autre œil, et on te scotche la tête, ça n'a rien à voir avec ce que on peut voir dans les films où la tête est bien fixée, avec du sparadrap, on te scotche la tête à la table. Et là, pendant une heure et demie, le médecin t'opère. Tu les entends discuter, tu vois des ombres avec l'œil qui reste, et puis voilà. Et tu retournes l'opération se passe, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien du tout, ça va. C'est vrai que physiquement, c'est mieux et plus facile. C'est éprouvant psychologiquement, parce que t'entends quand même, tu sens par moment qu'il y a quelque chose qui gratte dans ton œil ou qui tourne autour de ton œil. C'est vraiment pas une douleur, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et bon, c'est une certaine. Je pense que tout le monde, c'est pas un truc que tout le monde serait prêt à faire. Notamment, je suis retourné en salle de réveil après, et t'es pas tout seul, il y a forcément d'autres personnes qui ont été opérées à ce moment-là. Il y a une femme qui était complètement en pleurs. Les infirmières sont venues à plusieurs reprises, elle a fini par leur expliquer que l'anesthésie avait du mal se passer parce que ça a été extrêmement douloureux pour elle. Alors je sais pas, t'es quand même un peu dans les vapes, donc c'est des vagues souvenirs que j'ai, mais je sais pas de quoi elle a été opérée, et j'étais allongé, donc je me rendais pas trop compte, mais je me souviens bien de cette femme en pleurs, expliquant à l'infirmière non mais j'ai eu mal, et elle osait rien dire, elle était complètement terrorisée, elle bougeait pas. Donc après, quand toi on te dit bon bah on va en faire une autre anesthésie locale, tu te dis ouais pourquoi pas. Il faut peser le pour et le contre, mais non, dans l'ensemble les opérations c'est pas douloureux et pas difficile. C'est une petite anecdote, mais c'est plutôt la période qui est longue et compliquée. Et surtout qu'à la fin, quand tu perds déjà un œil, tu te dis ça va être difficile. Et quand tu finis par perdre le deuxième, là tu réalises que je crois qu'à la 8e déjà j'étais les deux yeux quasiment dans le noir. Le médecin m'a proposé d'en faire une autre en disant on peut peut-être récupérer un petit peu sur un œil. Je me suis dit une de plus, une de moins. Au point où j'en suis, j'étais prêt. Je lui ai toujours fait confiance, et j'ai pas de doute là-dessus. Mais je me suis dit si jamais ça peut me permettre de récupérer un tout petit peu, tant mieux. Sinon, bah tant pis. C'est pas ce que ça me coûtera d'en faire une de plus. Donc je suis allé tout au bout. Et puis le dernier jour, dernière opération, il t'enlève les pansements, tu vois plus. Bon, bah voilà. Ça n'a pas marché. Et non. Et donc là, c'est là où les gens réagissent différemment. Moi, je suis sorti, il y avait mon père et ma mère avec moi ce jour-là. Je dis bon bah non, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait, parce que je vais pas rester. C'est pas tellement le fait de pas rester comme ça, c'est comment je m'adapte, comment je vais de l'avant, comment je continue. Je me voyais pas me retrouver ni à traîner avec la famille toute la journée, ni à rester enfermé chez moi à rien faire. Donc il faut prendre des contacts à droite à gauche pour savoir. J'ai personne dans ma famille qui est dans cette situation-là, donc tu sais pas. Tant que tu connais personne comme ça, ou t'as pas de personne dans ton entourage qui est touchée, ou d'amis, t'as aucune idée des structures qui existent, des choses à faire, à préparer. Tu t'étais préparé à l'éventualité de perdre la vue complètement ? Ou c'était vraiment une surprise à la toute dernière opération ? Début, non. Au début, pas du tout. Quand j'ai perdu la vue sur le premier œil un petit peu, je me suis dit, bon, celui-là, le médecin m'en parle plus. Tu ressens... J'ai toujours très fait attention à ce que les gens expriment sans cacher derrière les mots. Si tu vas voir un médecin, je voyais le médecin toutes les semaines,
on a toujours été très très clair. J'ai toujours posé toutes les questions que j'avais à poser. Il m'a toujours répondu. Il n'y a jamais eu de problème. À partir du moment où il a commencé à plus me parler de l'œil qu'il ne voyait plus, je me suis dit, bon, celui-là, s'il n'en parle plus, c'est pas la peine d'insister, j'ai compris. Celui-là, il restera dans le noir. C'était l'œil droit. Pas trop me faire d'illusions. C'est fini. Il restait de la vue sur l'œil gauche. Bon, je ferai avec la vue que sur un œil. Donc, tu espères toujours que ça va aller et tout va bien se passer. Mais bon, au final, non. Alors, j'ai eu, je crois que c'est le week-end ou 15 jours avant la dernière opération, avant d'être complètement dans le noir, j'ai fait une soirée, j'étais avec des amis, on a été boire un verre, et puis ils me disent, tiens, le week-end prochain, pour aller à Amsterdam en week-end. Et je leur dis, non, moi vous me dites pas ça, les voyages, alors vous savez que j'adore ça, si vous me proposez de partir, faut qu'on parte, vous me dites pas, ils me disent, ouais, ce serait l'occasion de te changer les idées avant l'opération, et je reconnais qu'à ce moment-là, je me suis dit, ouais, partir en week-end avec les amis, ça veut dire des excès. À une semaine de l'opération, c'est peut-être pas terrible. J'ai déjà suffisamment fait de conneries pour peut-être pas en rajouter une. Et d'un autre côté, je me suis dit, je vois plus grand-chose. C'est peut-être les derniers moments où je vais pouvoir profiter et voir encore quelque chose, plutôt que de les passer enfermés chez moi à tourner en rond pendant le week-end en appréhendant la dernière opération. Et au final, on n'a rien fait. On n'est pas parti et je sais pas, sur le coup, j'y ai repensé juste après l'opération. Je me suis dit, j'aurais dû. De toute façon, ça aurait rien changé. Je serais dans le même état aujourd'hui et j'aurais profité un petit peu de ce qui me restait sur ce week-end-là. Bon, d'un autre côté, ouais. Avant, tu sais pas et tu fais tout pour que ça se passe bien. Donc, c'est toujours plus facile de juger après que sur l'instant où tu dois prendre une décision. Si j'avais eu les informations avant, forcément, j'aurais réagi différemment. Mais sans, ouais, tu fais au mieux au moment voulu. Et sur le coup, j'espérais. Je me suis dit, ouais, si je suis pas parti en week-end, c'est que j'espérais encore un petit peu que l'opération corrigerait, améliorerait les choses et empirerait pas la situation. Tu parlais des excès que tu as fait à 25 ans et qui ont eu un impact justement sur la maladie. Tu avais toutes les informations à ce moment-là ? Oui, je suis diabétique depuis que... je suis diabétique depuis que j'ai 10 ans. Des médecins, depuis que je fais des prises de sang tous les 3 mois et je vois un diabétologue régulièrement. Donc, on te dit bien régulièrement les problèmes pour les diabétiques, les yeux, le cœur, les pieds. On te liste les problèmes. Mais tu vois des médecins et des infirmiers qui te listent les problèmes. Et c'est tout. Et quand t'es jeune, t'es invincible. Tu fais la fête... tu dors pas, tu vas en cours le lendemain, c'est pas grave. Quand tu commences à bosser, c'est pareil. Tu peux prendre une cuite un soir, aller travailler le lendemain, t'as un peu mal au crâne, mais tu vois pas où est le risque, où est le problème. Enfin, tant que ton corps réagit bien, que t'es en forme, que t'as l'impression que tout va bien, tu dis oui, bon je fais des excès, j'abuse, oui certainement, mais tu le sais que t'abuses, mais t'as pas l'impression d'être impacté, sauf que tout se passe à l'intérieur, que c'est bien caché, et que le problème c'est que tout arrive d'un coup. C'était à la fois un choix et un peu d'insouciance. Oui, ça, certainement. J'ai grandi comme ça, et oui, et le problème c'est qu'aujourd'hui ça va être difficile de me changer. Les choses ont changé parce que maintenant j'ai perdu la vue et qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu dans ce que je fais, mais j'ai gardé cette façon d'être et c'est comme ça au fond de moi. Je pense pas que je changerai demain. Dans la façon dont je visage les choses aujourd'hui, il y a toujours ces deux côtés-là je vis comme ça et je suis comme ça, donc ça fait partie de mon charme entre guillemets. C'est pour ça que la famille, j'effraie la famille et je les fais beaucoup rire et c'est un peu casse-cou. Ouais, voilà, c'est tout à fait.
Quelle est la chose qui te manque le plus, que tu avais l'habitude de faire avant et qu'aujourd'hui tu peux plus faire? C'est pas tellement une activité. Enfin, je peux pas tellement appeler ça une activité, mais c'est simplement de voir. J'ai toujours été très observateur avant. J'avais une excellente mémoire visuelle. Aujourd'hui, je suis capable de décrire beaucoup de choses que j'ai vues auparavant. Il m'est arrivé une fois de me promener avec ma mère dans Paris. Un couple de touristes nous a arrêtés pour nous demander où se trouvait tel ou tel magasin. Je sais plus, on était vers la place de la Madeleine. Et je suppose qu'il s'adressait à ma mère. Sauf que c'est moi ma mère n'habite pas Paris. C'est moi qui ai répondu, c'est moi qui, avec des gestes, leur ai indiqué. Et il y a eu un blanc dans la conversation. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, les gens ont dû se dire non, mais ils se foutent de nous. Non, j'ai dit non, mais allez-y. Je les ai pas recroisés, je les ai pas revus, mais je suis bien sûr qu'ils ont trouvé, s'ils ont suivi les indications que je leur ai données, qu'ils ont trouvé, parce que j'ai la mémoire des chemins, des boutiques, des emplacements, de tout ce que j'ai pu voir avant. C'est resté gravé. Les choses se floutent un petit peu avec le temps maintenant. Je reconnais que les visages, les lieux, c'est comme si tu regardais une photo. Je te montre une photo une seconde. Tu vas être capable de me dire qui est sur la photo, de me la décrire. Par contre, si je te demande un détail, quelle est la couleur ou quelle est telle petite information, tu l'auras pas vu assez longtemps. Et c'est pareil, c'est comme si j'essayais de voir une photo, j'ai que quelques secondes pour la voir, l'image après redisparaît ou se floute et j'arrive plus à voir les détails. J'ai l'image d'ensemble, mais c'est tout. Et c'est ça pour tout. Et ça me manque. Même pour les proches? Oui, même pour la famille, ça les rassure, ils iront plus dans ma tête. Ils ont le visage, et les gens vont rester comme ils étaient avant. Mais par contre, c'est un peu difficile parce qu'il faut pas trop que je cherche à me rappeler. Sinon là ça va être difficile et je vais me dire non mais comment t'arrives pas à te rappeler de ton père, de ta sœur, de ta mère. Et puis simplement de regarder, de profiter du paysage, des choses toutes simples. Je discute et je côtoie d'autres personnes non-voyantes. On a eu plein de conversations sur comment un jour à table en discutant de voiture, une personne a dit oui, non mais une Ferrari, je peux très bien en la touchant voir les formes, les courbes, etc. Et là j'aurais dit non, ça vous pouvez pas. Vous êtes non-voyant de naissance, vous savez pas ce que c'est que de voir une Ferrari dans une rue. Vous pouvez me dire que vous la touchez, que vous imaginez les volumes, les courbes, etc. Bon, il y a le bruit, il y a d'autres choses, mais vous n'imaginez pas. Voir une belle femme qui marche dans la rue, c'est plein de petites choses où on voit beaucoup de choses. Je vois probablement mieux avec mes mains que certains voient avec leurs yeux. Parce que j'ai plus de détails, plus d'informations. Par contre, je vois les détails. Je vois pas forcément l'image d'ensemble, le soleil qui se couche, expliquer que la mer est bleue, que l'océan est bleu, regarder le Grand Canyon ou des choses comme ça, c'est quelque chose qu'un non-voyant ne verra jamais. On peut ressentir beaucoup de choses avec d'autres sens. Il y a un sens qui s'appelle le sens des masses. Je vais sentir les murs autour de nous. Je vais ressentir l'exemple du Grand Canyon n'est peut-être pas un bon exemple parce que pour le coup je l'ai pas fait, mais je pense que ce serait intéressant. Le vide, les parois, si je marche dans la rue, je sens l'immeuble qui est en face. Quand on va arriver au croisement, je vais sentir que on est au croisement, que c'est la rue, même s'il n'y a pas de voiture, même s'il n'y a pas de vent, il n'y a plus d'obstacles. Je vais longer un couloir, je sais que le mur est à 30 cm de moi. Et c'est fou, ça s'explique comment? C'est alors j'ai pas cherché scientifiquement, mais même quelqu'un qui voit, quand tu es dans le noir, tu marches, tu te réveilles la nuit, tu fais un tour, tu vas avoir le réflexe de mettre les mains devant toi pour pas t'assommer, mais tu vas sentir qu'il y a quelque chose pas très loin, et je pense que c'est les volumes, l'air qui circule peut-être pas de la même façon, il y a quelque chose, mais chez moi c'est moins développé que chez quelqu'un qui est de naissance, parce que j'ai peut-être beaucoup moins de pratique. Mais une main qui passe devant mon visage, si elle est près,
j'ai l'impression d'avoir quelque chose. Et de temps en temps, ça m'arrive d'être assis quelque part à la cantine, au boulot, il y a des piliers à certains endroits, je vais m'asseoir, je mange, j'ai touché à rien. Je me pose sur la chaise, et puis je sens qu'il y a quelque chose à ma gauche. Je mets la main, et oui, il y a le pilier. Comme un sixième sens que tu développes une fois que tu as perdu la vue. Les gens se posent souvent la question, est-ce que vous entendez mieux? Non, on n'entend pas mieux, on sent pas mieux, on est plus attentif. La vue, je crois que c'est 80% de ce que les gens ressentent, des sensations qu'ils ont. Moi, mon cerveau, il a le même temps qu'avant pour travailler, sauf qu'il a ça en moins. Donc il est très attentif au bruit, à ce que je vais sentir, à ce que je vais entendre. Les premiers temps, quand j'allais au restaurant, c'était très difficile. Parce que être assis dans une pièce où il y a beaucoup de bruit, c'était beaucoup d'appréhension. Il y avait l'appréhension de me cogner, de me faire mal. Le serveur qui va passer dans les allées, s'il accroche ma chaise, voilà, c'était un risque. Et puis il y a la voix des personnes avec qui tu es, qui essayent de te parler, puis la voix de la table d'à côté. Et ça faisait un mélange de voix, un mélange de bruit et maintenant, alors c'est pas toujours, enfin c'est tout, il faut être en forme et ça dépend des lieux encore, mais je suis capable de t'écouter parler si on est tous les deux à table. Si par contre j'en ai marre et que je veux écouter la nana qui est dans la table d'à côté, je coupe le son de ta voix et j'augmente celui de celle d'à côté. Et je suis capable de te dire, tu vas me demander où est le serveur, je vais lever ma main, je vais te tourner, je vais dire le serveur il est par là, je le vois pas. Mais il y a l'appréhension où le besoin de faire attention fait que quand il est passé derrière moi, je l'ai senti, j'ai suivi et indirectement mon cerveau a fait attention. Voilà, le serveur il est parti par là, donc il est à gauche, derrière à gauche. C'est tout un tas de choses que le corps fait tout seul pour compenser le handicap. Aujourd'hui je continue à me raser, bon peut-être pas aujourd'hui, mais en général. Et j'ai pas eu besoin de réapprendre à me raser. Alors ça c'est peut-être de la mémoire musculaire, mais je peux toujours manger dans mon assiette. C'est plus difficile si c'est des petits pois et de la semoule que si c'est autre chose, mais le corps trouve des moyens pour ça marche plus, ou je peux pas faire ça comme ça, je vais faire autrement. Et ça vient, c'est très étonnant, ça vient très facilement. On doit réapprendre certaines choses ou à faire certaines choses plus pour se protéger. Quand il faut cuisiner, il faut apprendre à comment placer ses mains pour éviter de se brûler ou des choses comme ça. Par contre, découper une carotte ou la peler, je le fais toujours et j'ai pas réappris à peler des carottes ou à les couper. Mais les gens, ça fait un peu peur quand la famille me voit manipuler des choses coupantes, parce que j'ai les yeux en l'air, je regarde pas, et mes mains bougent toutes seules. Je veux pas dire comme un grand chef, mais c'est des gestes, des gestes qui se font, que le corps a l'habitude de faire. Il trouve d'autres moyens. Et je m'en suis rendu compte à la position que prennent mes mains. J'aimais bien cuisiner, j'aime toujours cuisiner. Le geste a un tout petit peu changé, et c'est juste un moyen ou une façon que mes mains ont prise de se positionner pour éviter de me trancher le doigt au moment où je fais quelque chose. Un geste que j'avais peut-être avant, ou qui était un petit peu différent, où les yeux permettaient de voir que c'était bon. Maintenant, la position a un tout petit peu évolué, et ça me permet de m'assurer que... et c'est pas quelque chose que j'ai appris, ou que c'est quelque chose qui est venu presque naturellement. La première fois, tu fais doucement, tu coupes doucement, tu positionnes les mains doucement, et puis la fois d'après, tu dis, oui, comme ça va mieux, hop, c'est plus sûr. J'ai pas l'impression d'avoir peur, et puis je me suis pas coupé la fois d'avant, donc tu continues. Et puis aujourd'hui, le corps fait ça machinalement tout seul. Quelles sont les choses que tu as dû réapprendre justement, que ce soit au quotidien, pour le travail? À me déplacer. Ça c'est peut-être le plus dur, et ce où j'ai encore beaucoup progressé. Me déplacer à l'extérieur. Un lieu connu, ça va. Chez moi, dans l'appartement, je me déplace sans la canne. Je suis descendu de chercher sans la canne. Il n'y a pas de problème parce que je connais les lieux. Par contre, dans la rue, il faut utiliser une canne blanche. Il y a une façon de déplacer la canne pour marcher, pour identifier les obstacles,
Et puis il y a en même temps l'appréhension du monde extérieur quand tu es dans la rue, du bruit, des voitures, des gens, des obstacles. C'est tout un tas de petites choses. La rééducation, je l'ai faite assez facilement parce qu'à mon âge, c'est très facile de réapprendre certaines choses. L'informatique ou d'autres choses, ça m'a demandé très très peu de temps. Mais par contre, utiliser la canne, la personne me l'a dit assez vite. Elle m'a dit, vous avez très vite maîtrisé le geste. Je vous ai expliqué comment ça marche, comment on fait. Ça, oui, techniquement, il n'y a aucun problème. Par contre, après, il y a l'appréhension du monde extérieur, de comment on fait dehors, et c'est toujours le côté casse-cou. J'arrive à un carrefour, hop là, je me lance, je positionne les pieds, je suis à peu près sur le bord du trottoir, et hop, je traverse. Sauf que une fois sur deux, je traverse en diagonale. Et ça m'arrive tous les jours. En bas de chez moi, il y a un carrefour. Heureusement que les commerçants me connaissent, parce que je pense que une fois sur deux, je partirai au milieu du carrefour au lieu de traverser simplement la rue. Et c'est toujours en cours d'apprentissage. Ça, je pense que on m'a dit il y a pas très longtemps que l'important c'était que ça marche pour moi. C'est pas tellement de bien utiliser la canne et de bien me déplacer. L'important c'est que voilà, j'arrive à faire ce que je veux faire. Si c'est ma méthode à moi et qu'elle fonctionne pour moi, tant mieux. C'était peut-être pas quelque chose à me dire parce que pour le coup, je vais pas faire beaucoup plus d'efforts que je n'en faisais avant. Mais ça a été, voilà, ça a été et c'est toujours. Après, pour le reste... Pour l'informatique, par exemple, moi je sais que c'est une des questions que je t'avais posées quand on s'était rencontrés, mais moi la chose qui m'était venue à l'esprit, c'était comment tu fais pour lire un texto, comment tu fais, tu m'as expliqué que tu travaillais en banque devant un ordinateur, je me disais, mais s'il est sur un fichier Excel, comment il s'en sort ? En fait, il y a la première chose auquel les gens pensent pas, c'est comment je vais taper les informations. Enfin oui, il y a le fait de les donner et de les sortir, de les lire. Toutes les mon téléphone comme l'ordinateur sont équipés d'une synthèse vocale. Ça me lit ce qu'il y a à l'écran. Ça lit le texte, ça lit les menus, ça lit certaines informations, ça décrit même maintenant un petit peu les photos. Ça donne beaucoup d'informations. Pas tout, pas toujours, mais beaucoup. Donc ça, il faut avoir un casque au bureau forcément un casque parce que les collègues n'ont pas forcément envie d'entendre la voix de la machine toute la journée. Quand c'est sur mon téléphone, le son est pas très fort et ça suffit à me donner l'information. Et puis il y a le fait de les rentrer. Le clavier, je le connaissais, je tapais, je pense, assez facilement et assez bien sur le clavier, mais il a quand même fallu apprendre à taper tout seul sans regarder les touches. Quand j'écris, j'ai plus le moyen de dire ça c'est bien le E ou c'est le Z. T'as un clavier en braille du coup ? Non, pas du tout. Sur tous les claviers, ça amusera tout le monde d'aller regarder sur le F et sur le J, il y a deux petits traits en relief. Ça permet de mettre tes mains, de placer tes mains. Ça permet de positionner les mains. Je pense que c'est pas fait pour les non-voyants, mais on a dû s'adapter là-dessus. Tu positionnes les mains pour après taper et les doigts bougent autour. Donc j'ai appris comme ça à saisir. Après, le fait d'être informaticien de formation, ça a dû certainement beaucoup aider. La machine, toute la famille encore m'appelle quand il y a un problème avec un ordinateur, c'est à moi qu'on téléphone pour expliquer comment réparer. Oui, c'est ok, il n'y a pas de souci. J'ai ma grand-mère assez régulièrement au téléphone qui le fichier, je sais pas, ça m'imprime trop de pages, ça me fait ci, ça me fait ça. C'est pas les autres qu'elle appelle, c'est moi, parce que je suis très à l'aise avec ça. Et oui, je continue à l'être. Donc pour le boulot, c'était un peu une facilité de reprendre comme ça. Maintenant, il y a toujours des limites. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, encore plus aujourd'hui, avec la souris. Enfin, toutes les iPads aujourd'hui, on déplace le doigt dessus, on fait glisser les objets. Faire glisser un objet, je peux pas. Tout simplement. Enfin, comment je ferais pour l'attraper, pour emmener un objet d'un endroit à l'autre sur l'écran ? Ça, c'est pas possible. Donc toutes ces fonctionnalités-là, je les ai plus. Je les ai pas. Pour certains logiciels professionnels, c'est compliqué. Ça limite ce que je peux faire. Et en plus, dans le monde professionnel, la question du handicap et d'adapter les logiciels aux non-voyants, c'est pas forcément une priorité. Donc même si on s'y met et si les sites internet le font de plus en plus, c'est pas toujours le cas, donc ça limite, mais
ma valeur ajoutée n'est plus là aujourd'hui dans le travail. On a réparti les tâches un peu différemment. Je fais ce pourquoi je suis doué et je peux faire, et ce que je ne peux plus faire est fait par quelqu'un d'autre de l'équipe. Tu surfes un peu sur le web quand même ? Oui, pour faire mes recherches, oui, je passe beaucoup moins de temps dans les magasins, et donc ne serait-ce que pour ça, ma vitrine à moi, c'est Internet. Donc dès que je veux quelque chose, dès que j'ai besoin de quelque chose, la plupart du temps, je me le fais livrer. C'est bien plus simple pour moi, et les frais de port me coûteront bien moins cher que de payer le taxi aller-retour pour aller dans la boutique le chercher. Donc je suis obligé d'aller sur Internet. Et du coup, t'as la voix qui t'explique exactement. Qui me décrit. Alors il y a des sites qui sont catastrophes. Toutes les pubs qui vous dérangent quand vous arrivez dessus, les bandeaux qui apparaissent en plein milieu. Le problème, c'est que moi, j'ai pas le choix. J'arrive sur la page Internet, je suis en haut à gauche de la page, et il y a des moyens, il y a des raccourcis pour aller à des en-têtes de page, au milieu, au contenu du document, mais pas toujours. Les sites sont loin d'être tous faits de la même façon, et sur des sites, des fois... Donc on te lit toutes les bannières publicitaires ? Si je veux l'information qui est en bas à droite, je dois lire tout ce qui est avant, donc c'est extrêmement long, et ces sites-là, en général, j'y vais une fois, et puis la deuxième fois, je me dis, c'est fini. D'accord, ouais. Et du coup, donc toi, a priori, tu as gardé ton travail, tu nous expliquais comment tu avais dû te réadapter. Tu parlais tout à l'heure du fait de fréquenter des non-voyants qui, eux, sont nés justement aveugles. Comment ils font, ces personnes-là, pour s'adapter alors que ça a été, je suppose, beaucoup plus compliqué pour eux de développer des compétences pour un métier ? La différence, c'est que moi, aujourd'hui, je fais un travail qu'un non-voyant de naissance ne ferait probablement pas. Parce que j'ai des acquis, une expérience qui fait que ça me permet de le faire aujourd'hui. Quand on est non-voyant, aujourd'hui, je sais pas, les personnes que je côtoie sont un peu plus vieilles que moi, donc en plus, sont nées à une époque où les téléphones ne parlaient pas, la synthèse vocale, c'était pas possible, des livres audio ou des livres en braille, il y en avait très peu. Donc l'accès au savoir a été très limité. Les encadrements ou les encadrants étaient très peu nombreux, c'était très difficile, et aujourd'hui trouver un métier quand on est non-voyant, le taux de chômage pour les personnes mâles ou non-voyantes est 2 ou 3 fois plus élevé que pour la moyenne nationale. C'est très difficile parce qu'il faut un poste adapté, parce qu'on pense que c'est plus compliqué. Et effectivement, c'est plus compliqué. Honnêtement, j'ai eu le souci quand j'ai voulu reprendre le travail. On m'a fait passer par un cabinet conseil pour voir un peu et faire le point. La personne, le premier jour, je lui ai dit, mais moi, si je devais me réembaucher aujourd'hui, je serais responsable d'un service, mais je me réembauche jamais. Enfin, pourquoi je prendrais moi qui suis quelqu'un de non-voyant, où ça va être des complications, tout un tas de problèmes, alors que je peux avoir sur le marché de l'emploi des milliers de gens qui voient et qui pourront faire l'affaire de la même façon. Ça faisait longtemps que tu étais dans la boîte, tu connais aussi les process, tu sais comment ça marche. Oui, c'est un avantage. Alors aujourd'hui, je te dirais que j'en ai plein des réponses, j'ai même plein d'autres arguments qui font que j'ai repris dans mon service, l'équipe avait quand même beaucoup changé, et le fait d'avoir rejoint l'équipe a créé un mouvement de cohésion. Là où peut-être les gens s'entendaient bien, les gens ou certains peut-être un peu moins, je sais pas. Il y a besoin. Romain, il faut l'accompagner quand on va manger à la cantine. Il faut ci, il faut ça. Et puis alors il y a aussi mon côté bon vivant qui fait que ça a été facile, mais du coup ça a resserré les liens. On va tous manger ensemble parce que et puis chacun son tour, chacun me donne le bras pour m'accompagner. Tout le monde participe, et s'il y a besoin de quelque chose ou si on me voit dans le couloir, voilà, les gens viennent, ça crée de la cohésion. Et finalement, dans l'équipe, la répartition des tâches, c'est pas dans mon boulot aujourd'hui, il y a bien des choses que j'arrive pas à faire. J'ai pas l'impression que ce soit un poids pour mes collègues. C'est juste, de toute façon, dans une équipe, tu répartis les tâches. C'est juste qu'on les répartit différemment avec moi. Alors c'est pas le cas de tous les métiers, c'est pas le cas de... Si j'avais été chauffeur routier, j'aurais pas pu reprendre, peintre en bâtiment, ça aurait été compliqué. J'ai eu la chance d'être dans un métier où
et puis d'avoir des compétences qui font que ce soit possible. Et les gens que je connais qui sont non-voyants de naissance sont formateurs, beaucoup sont formateurs pour des personnes mal ou non-voyantes, donc formateurs en informatique, dans tout un tas de domaines, et apportent l'expérience que eux ont vis-à-vis de la chose enseignée à d'autres personnes. C'est pas... je connais pas... Alors j'en connais pas non plus des centaines et des milliers, mais je connais pas de personnes qui auraient décidé d'être, je sais pas, boulanger demain en étant non-voyant, ou un métier un peu farfelu, ou quelque chose qui sorte de l'ordinaire. J'ai l'impression que ça limite... il suffit d'aller sur Google, de taper poste adapté non-voyant, il y a très peu de choses. Il y a kiné qui ressort. Ça, j'y ai pensé pendant un temps. Le problème, c'est que ça fait reprendre 3-4 années d'études. Alors, c'était pas tellement ça le problème, mais il y a tout ce qu'il y a derrière où, avec mon diabète et le reste, je me suis dit, j'ai peut-être déjà assez de problèmes. J'ai la chance d'être dans un grand groupe, d'avoir un soutien, plus ou moins la sécurité de l'emploi. C'est plus sûr, après tout ce que j'ai vécu, d'être dans un endroit un peu stable et de pas prendre de risques. C'était un choix à ce moment-là, mais oui, c'est compliqué. C'est trouver du travail, ou travailler en tout cas, c'est difficile. Et les possibilités, la plupart des entreprises publient maintenant sur les sites que les postes sont ouverts aux personnes avec un handicap, sans parler du handicap visuel. Mais dans la réalité, très peu embauchent des personnes avec un handicap. Peut-être encore plus non-voyants d'ailleurs. Oui, c'est quand on est dans la banque, je travaille dans la banque, c'est un bon exemple. Être en fauteuil, c'est gênant, mais il suffit d'avoir une porte assez large pour que les gens passent. On peut travailler en agence et être dans un fauteuil, recevoir un client, c'est pas gênant. Pour quelqu'un de non-voyant, je pourrais jamais aller travailler, c'était pas mon cas, mais je pourrais jamais aller travailler dans une agence. Comment je ferais signer les documents à quelqu'un? Comment je m'assurerais qu'il manque rien? C'est des choses que je pourrais jamais faire. Donc c'est très compliqué. Tu parlais tout à l'heure de tes collègues qui t'accompagnent à la cantine et qui te prennent le bras. Justement, je me demandais si le comportement des gens autour de toi, que ce soit tes proches, tes collègues ou les gens que tu croises dans la rue, si leur comportement avait changé et si justement t'as pas l'impression que parfois on t'infantilise. Il y a des... Ouais, les gens n'ont pas changé. J'ai la chance, beaucoup de chance, parce qu'on m'a posé la question. Les amis sont toujours là, la famille est toujours là. Personne ne s'est éloigné ou ne m'appelle plus ou ne me voit plus parce que c'est plus compliqué aujourd'hui de faire quelque chose avec moi. De ce côté-là, j'ai eu beaucoup de soutien et je les remercie tous parce que il y en avait besoin. À côté de ça, il a fallu, pour la famille et pour les amis, il a fallu une période de transition. Expliquer que quand j'ai besoin, je le dis. S'il y a quelque chose, je me gêne pas, j'appelle, je demande. Voilà, c'est pas un souci. Donc maintenant, ils ont pris l'habitude. Quand ils me voient faire, si je prends plus de temps pour faire quelque chose, ils me laissent faire. Si je pose pas la question, on se dit bon, c'est bon, il gère, il n'y a pas de problème. Par contre, si je sors dans la rue, dans un quartier que je connais pas, ou même en bas de chez moi, à la limite ils le font aussi, je vais me mettre pour traverser la rue, il faut un certain temps. Parce qu'il faut que tu t'arrêtes, que tu sentes le rebord du trottoir pour être sûr de traverser correctement, que tu écoutes le bruit des voitures, et ça prend beaucoup de temps, que les gens aujourd'hui en cours. Donc là, les personnes qui vont arriver sur le bord du trottoir vont dire « Monsieur, vous avez besoin d'aide ?» parce que je prends mon temps. Ils vont vouloir absolument m'emmener de l'autre côté pour le faire. Je suis tout à fait capable de le faire tout seul, mais à mon rythme. Et c'est pas le même qu'avant. Donc les gens veulent absolument aider. Ce qui est bien et pas bien, c'est quand tu es fatigué, quand la journée a été un petit peu difficile, je reconnais que c'est agréable de se dire bon, c'est bon, pour traverser la rue, ça me demande un peu d'énergie. Si cette énergie, je peux l'économiser et demander à quelqu'un de m'aider, tant mieux. Sauf que les gens ne sont pas formés, ne savent pas toujours aider et bien aider. Et la personne qui va m'aider à traverser va me remettre de l'autre côté du trottoir, face à une rue qui n'est pas la bonne, ou dans un sens qui n'est pas le bon, et au moment où moi je vais repartir, je vais pas repartir dans la bonne direction, et là je vais pas forcément m'en rendre compte tout de suite.
ça va être compliqué. Ça peut te faire perdre tes repères. Voilà. Et ça, finalement, c'est plus m'aider. J'aurais mieux fait de traverser tout seul et pas demander. Les gens, à partir du moment où ils voient la canne, oui, on tout de suite à un côté, on va aider, on va beaucoup plus. Le taxi est un bon exemple. Je prenais le taxi dans Paris avant. Les chauffeurs de taxi me prenaient comme n'importe quel client. Aujourd'hui, je les prends moins, je prends Uber, c'est un peu moche, mais il y a eu une période où j'ai repris les taxis, leur façon de faire avec moi avait énormément changé. À partir du moment où ils voyaient la canne, le chauffeur de taxi sortait, m'ouvrait la porte, m'aidait à descendre, tout un tas de choses qu'ils ne faisaient pas avant. Et ça, c'est systématique. Il n'y a pas de... Très peu sont les personnes qui vont rester assises derrière leur volant en disant voilà, vous êtes arrivé, vous pouvez y aller. Par défaut, j'ai un handicap qui fait que les gens aident. Ça leur demande pas grand chose et finalement c'est c'est quelques secondes pour eux et c'est peut-être beaucoup pour moi. Mais c'est pas toujours. Alors le côté infantilisant, je l'ai quand on va par exemple à un événement. Je vais me retrouver à un lieu où il y a un buffet. Forcément, le buffet c'est compliqué. Je vais discuter avec quelqu'un, je vais boire un verre avec quelqu'un, je vais grignoter un petit four. Et puis, si la personne doit s'en aller ou me dit attends, je reviens, je vais me retrouver debout, sans bouger, tout seul. Et là, je me mettrai pas les mains partout, donc je reste sage en me disant la personne va revenir ou quelqu'un d'autre va passer. Et une première personne va arriver en disant tu veux manger, tu veux boire quelque chose. Donc bon, si t'as faim, tu dis oui. Si t'as pas faim, bon, c'est la première, tu dis oui. Allez, tu manges encore un petit peu plus. Et puis elle dit je reviens. Et puis on arrive une troisième qui te dit t'as faim, tu veux quelque chose? Et à la 20e, non, j'ai plus faim. Voilà, c'est bon, j'ai bien mangé, certainement beaucoup plus que vous tous. Les gens s'en rendent pas compte, mais l'envie d'aider en face est systématique. Je reconnais qu'au bout d'un moment, c'est chiant et t'en as marre. Si vous en êtes arrivé là, c'est que l'interview vous a plu et j'en suis ravi. Elle n'est pas terminée, mais j'avais beaucoup de questions à poser à Romain et c'est pour cela que j'ai choisi de scinder l'interview en 2. Vous retrouverez donc la deuxième partie d'ici quelques jours, une fois que je l'aurai montée. En attendant, je vous invite à vous abonner sur SoundCloud et à nous mettre une review et à vous abonner sur iTunes. C'est extrêmement important, c'est comme le référencement naturel, ça nous permet de faire remonter le podcast pour les gens qui ne le connaissent pas. Merci encore et à bientôt.